Bonsoir mes tendres. Je suis heureuse de vous retrouver pour la première émission de l'année 2021. On pourra penser que les choses sont continuellement les mêmes. Toujours est-il que l'envie m'est venue de vous parler d'un livre et de son autrice, et non plus de mes rébarbatives définitions. Lorsque j'ai découvert que nombreux dans le monde du BDSM parlaient de cette œuvre sans rien en connaître. Bon, je reconnais qu'il faut être curieux et faire des recherches pour en savoir un peu plus sur le scandale, mais aussi la personnalité de l'autrice. Je vous propose donc de découvrir Histoire d'eau, une singulière histoire d'amour écrite sous le pseudo de Pauline Réal. Vous allez voir, nous nous endormirons bien moins idiots ce soir. Bonsoir mes tendres, c'est Alvie pour Baiser Cannelle. Je vous attendais. Allons-y. Si vous attendez que j'encense cette œuvre qui fut publiée en 1954 par Jean-Jacques Pauvert, vous allez en être pour vos frais, car je ne l'apprécie pas particulièrement. Alors, pourquoi en parler, me demanderez-vous ? Simplement parce que j'ai découvert qu'on prenait en référence un certain Sade et parfois Histoire d'eau de Pauline Réal pour parler des pratiques BDSM. Très à la mode depuis 50 nuances degrés, il faut bien le reconnaître. Sans rien, mais absolument rien, connaître des tenants et des aboutissants. Allons, ne commencez pas à m'insulter ou vociférer contre moi. Je ne vous ai pas encore donné d'arguments tangibles pour le faire. Mais parlons faire. Qui donc est Pauline Réal ? C'est un être complexe, avec ses faiblesses, ses lâchetés et surtout son courage. Il faut savoir qu'elle détestait son nom et son prénom. Première atteinte pour elle à la liberté. On vous impose un prénom, un nom, sans tenir compte de qui vous êtes réellement. Oui, elle détestait ça. C'est terrible à dire, mais moi je la comprends, je connais ce sentiment. Anne-Cécile Desclos, car c'est l'identité qui transparaît sur ses papiers officiels, est née à Rochefort-sur-Mer en 1907. D'une mère si aimante qu'elle l'a confiée à la grand-mère, la mère du père de l'enfant. Anne fut donc élevée à Soho, quartier de Londres, ce qui lui permit d'être bilingue comme son père, Auguste Desclos, agrégé de lettres et reconnu comme étant un très grand érudit. Mais pas seulement. Il est reconnu également comme étant un grand séducteur. Anne se demandera toujours comment elle avait pu naître d'une telle union, puisque sa mère détestait, mais vraiment, elle détestait tout ce qui concernait les plaisirs charnels. Enfant, elle grandira dans une catéchèse qui lui imposa l'abdication de soi pour les autres. Elle envisagea même de vivre en recluse et dans la pauvreté. À l'adolescence, elle se sent attirée par les jeunes filles. Et à 15 ans, on lui interdira de revoir son premier amour, une certaine Jacqueline que nous retrouvons dans Histoire d'eau, lorsque l'on découvrira leur correspondance érotique. Anne lira les œuvres de Crébillon-Fils qui la marquera, un écrivain et chansonnier libertin du XVIIIe. Qu'elle trouva, pas tout à fait par hasard, dans la bibliothèque de son père. Elle fut également l'une des 3 premières jeunes filles à entrer en Hippocagne au lycée Condorcet. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont les classes préparatoires aux grandes écoles. Et devinez quoi ? Pour elle, c'était la section littéraire. Là, vous vous doutez bien que cette jeune femme a déjà un parcours de vie assez particulier. Elle épousera un journaliste, Raymond d'Argilas,
un aristocrate catalan adepte de la maltraitance féminine, dont elle aura un enfant. Sa relative indépendance financière va lui permettre de se protéger de ce mari violent. Oui, elle était professeure. En 1933, elle prendra son fils sous le bras et le quittera pour habiter chez ses parents. Est-elle une victime de la vie? La subit-elle? Oh, peut-être, mais je crois surtout que c'était une battante. Elle tomba amoureuse d'un collègue de son mari, Thierry Monnier, homme d'extrême droite. Non, la politique ne l'intéresse pas. Elle s'intéresse à la vie de journaliste, à l'écriture et aux arts. On pourrait la penser naïve, cependant ce n'est pas vraiment le cas. En 1937, naîtra alors celle que l'on connaîtra sous le nom de Dominique Ory. Thierry Monnier se servira d'elle et de son talent pour étayer les nombreux articles sur les arts pour son journal L'Insurgé. Vous voyez le rapport avec notre podcast là? Cependant, la journaliste sera également éditée dans le mensuel Combat où travaille un certain Jean Paulhan. Oui, je pourrais vous faire toute la liste de ses amants et maîtresses, mais ce n'est pas vraiment le but de cette émission. Mais ce que vous devez savoir, par contre, c'est que Thierry Monnier a utilisé le talent de Dominique Ory, alors que Jean Paulhan, lui, l'a mis en avant. En effet, il fera paraître chez Gallimard l'anthologie de la poésie religieuse française, 3e recueil commenté de la jeune femme. Pendant la guerre, elle s'écartera des journaux d'extrême droite car la liberté de penser et de créer est plus importante que tout pour elle. Il est étrange de se dire qu'elle ne cesse de revendiquer cette liberté. Alors qu'elle allait écrire Histoire d'eau. Pour ma part, je trouve que la vie de Dominique Ory est bien plus passionnante que son livre. Elle fut résistante lors de la Seconde Guerre mondiale, reçut la Légion d'honneur de Charles de Gaulle. Qui savait qu'elle n'était autre que Pauline Réage d'ailleurs? Elle a eu une place très importante dans la transformation profonde de la littérature en France. Pendant un quart de siècle, elle sera dans le comité de lecture des éditions Gallimard, fera partie de différents jurys littéraires et son travail de traductrice permettra de mettre en avant des auteurs anglophones tels que Henry Miller. Mais alors, Histoire d'eau? Histoire d'eau, il a fallu 40 ans avant qu'il n'ait le succès que nous lui connaissons. Oui, 40 années où l'on chercha à savoir qui se cachait derrière le pseudo de Pauline Réage. Jean Paulhan est un homme à femme, un libertin. Sa seconde épouse est atteinte de Parkinson et Dominique Ory est sa maîtresse. Elle-même libertine, elle a plusieurs amants et une maîtresse régulière qui n'est autre qu'Édith Thomas, qu'elle disait aimer comme un homme. Mais elle aimait sans doute Jean Paulhan avec cette même abdication que lui avait appris la catéchèse lorsqu'elle était enfant. Lorsqu'il lui dit un jour que les femmes ne pouvaient pas écrire de romans érotiques, oui, il appréciait Sade et elle-même l'avait étudié avec un très grand intérêt. Elle lui répliqua qu'elle pourrait écrire ces histoires qui lui plaisent. Et c'est ce qu'elle fit avec Histoire d'eau, qu'elle écrira en 3 mois. Une lettre d'amour pour lui, qu'il a délaissé. Il lui fera une préface un peu particulière, qu'il est selon moi très importante à lire. Le bonheur dans l'esclavage. Elle donne, d'après moi, des pistes de lecture très intéressantes. Alors imaginez, à l'époque, juste après la guerre, un livre dit dangereux. Eh oui, c'est ainsi que l'on définissait les livres érotiques, écrits par une femme. Sincèrement, on ne pouvait pas y croire. La censure fut violente lorsqu'il fut édité en 1954. Albert Camus ira jusqu'à clamer que cela ne pouvait être qu'un homme qui avait écrit cela. La brigade mondaine en 1955 essaiera de faire parler Paulhan, qui ne dénoncera jamais sa maîtresse. Mais pourquoi ce scandale? Parce que le livre était érotique? Ou
ou parce qu'il était irrévérencieux et impensable de penser qu'une mère de famille, une fille, puisse écrire un tel texte. À bien y réfléchir, je me dis que la seconde raison est sans doute la meilleure, car la soumission de la femme à son mari ou son père était chose acquise. De telles mœurs ne pouvaient pas s'afficher aux yeux de tous. D'ailleurs, la justice y mit son nez, mais la guerre d'Algérie permit de tasser les choses. Histoire d'eau. Une femme qui expose une autre femme qui finalement mourra de ne plus être aimée. J'ai relu avec beaucoup d'attention cette œuvre et je suis arrivée à une étrange conclusion. Ce n'est pas et ne sera jamais un guide BDSM, comme certains se complaisent à le dire. Et plus fou encore, ce n'est pas une œuvre érotique. Ah, ça y est, j'entends que ça râle de tous les côtés. Attendez, j'ai mieux, vous êtes prêts ? Bon alors, pour moi, Histoire d'eau est une analyse philosophique de l'amour religieux. Nous sommes face à une réflexion sur l'amour, mais à travers le prisme du dolorisme. Qu'est-ce que le dolorisme ? Heureusement que je vous avais dit que j'arrêtais dans mes définitions. Eh bien, le dolorisme est le culte de la douleur qui vous lave de tous les péchés. Oups, j'ai de nouveaux copains avec ma vision des choses. Allez, ne vous énervez pas, ce n'est que mon opinion. Et vous n'êtes absolument pas obligé d'y adhérer. Cependant, je vous avoue que lorsque je vois l'arrivée de O à Roissy, amenée par son amant, j'y vois une jeune femme que l'on dépouille de ce qui la rattache à la société, dont elle fait partie pour la déposer devant un couvent. Enfin, je sais, c'est un château, mais c'est vraiment l'image qui me vient, c'est le couvent. Elle se doit de se défaire de ses acquis psychologiques et moraux pour qu'on lui en inculque de nouveau. Je sais, c'est assez dingue ce que je raconte, mais c'est vraiment l'image que j'ai eue de ce lieu de dressage où l'amène René. J'ai pu lire dans la préface de Pollan que l'on demandait toujours le consentement d'O avant les sévices. Non, je ne peux pas être d'accord avec ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. On ne sait pas si René a discuté avec elle de ce qu'elle va subir en allant à Roissy, si elle a donné son consentement. On sait juste qu'il lui donne des ordres et qu'elle obéit. La première phase du roman ne laisse aucune liberté de refuser, comme dit Pollan, et on ne lui demande pas si elle est d'accord ou pas. D'ailleurs, René fournit une fille. Ce sont ses propres mots. On me dira qu'elle accepte tacitement par amour. Allez, pourquoi pas. Mais là, je vais revenir à quelque chose qui, en ce moment, défie les chroniques. La notion de consentement, mais du vrai consentement, et non pas un consentement que l'on obtient par une forme de chantage affectif. À Roissy, elle va être violée, considérée comme un objet, et ne tirera aucun plaisir de ses outrages. C'est parce qu'elle veut que son amant continue de l'aimer qu'elle fait cela. D'ailleurs, il ne cesse de lui répéter qu'elle doit considérer que c'est lui qu'elle aime à travers tout ce qu'elle subit des autres. Le silence est imposé à cette femme qui considère à la fin de son séjour qu'être libre est effrayant. Lorsque René l'offre à Sir Stephen, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que cette fois encore, on ne lui disait pas tout. On l'amène à dire « d'accord », mais sans tout dire, sans vraiment expliquer la réalité de ce que cela implique d'être offerte à cet homme. Elle est toujours dans l'idée d'obéissance envers René, dont elle craint de perdre l'amour. Alors un truc m'est venu. Elle subit les tortures et violences pour son Dieu. Oui, mais Dieu, c'est qui pour elle ? L'amour ou René ? Et dans ce cas, doit-on considérer que l'amour est un péché, que l'on se doit d'absoudre dans la douleur pour atteindre la grâce ? C'est fou, mais je me demande si ce n'est pas ce que nous dit l'autrice. D'ailleurs, elle se dit elle-même pécheresse. Ces fantasmes violents sont-ils des confessions de sa part sombre dont elle veut se défaire ? Dans ces fantasmes, il existe pourtant une part de réalité puisque l'on retrouve son premier amour,
Jacqueline, et sous les traits d'Anne-Marie, Edith Thomas. Je me suis demandé si finalement l'image de René n'est pas celle de Thierry Monnier. Je sais que celui-ci n'a pas offert Dominique à Jean-Paul An, mais avouons qu'il serait facile de voir l'image de Stephen en celui-ci. Lorsque O est offerte à Sir Stephen, le livre prend une autre tournure. En effet, le dieu est toujours René, mais il semble malgré tout perdre sa magnificence, comme s'il devenait une divinité secondaire. O voit l'adoration que René porte à Stephen, et se dit même que s'il avait aimé les hommes, il aurait lui-même voulu être l'esclave de celui-ci. O continue de vouloir garder l'amour de son amant, sauf que très vite, elle comprend que le maître, le vrai maître, n'est autre que Stephen, car il a le dessus sur René. Change-t-elle de Dieu ? Eh bien, c'est là que vient mon interrogation sur qui est son Dieu, l'amour ou René. Je me suis dit, à force de la découvrir, que son Dieu, c'est sa recherche de l'amour. Pas de celui qu'elle peut donner, elle n'est rien finalement, juste une prostituée que l'on offre et dont on abuse, mais bien celui qu'elle pourrait recevoir grâce aux tortures, humiliations, abus qu'elle subit sur les ordres de Stephen ou de René. État de grâce, nous sommes toujours dans cette recherche de l'extase. Pas une extase physique, non, une extase mystique, celle qui vous transporte et vous offre le salut. Ça va ? Vous n'avez pas trop mal à la tête ? Bon, toujours dans l'idée que ce livre pourrait avoir une dimension philosophique, je me suis dit que dans ce cas, si René la prostituait, cela pouvait avoir un rapport avec certaines pratiques religieuses grecques ou romaines. Puis on m'a fait remarquer, oui, j'ai discuté de ma théorie avec quelqu'un qui s'y connaît un peu plus que moi en théologie, que l'image de la prostituée pouvait être liée à une certaine Marie-Madeleine. Avec l'éducation de Dominique Ory, on ne s'étonnera pas de cette possibilité. D'ailleurs, Jacqueline trahira O en lui prenant l'amour de René. Une forme de Judas, pourquoi pas ? Surtout si on suit le cheminement de l'histoire, cela arrive avant le retour d'O à Roissy, ce moment si particulier où elle voit s'éloigner son Dieu. O, ne supportant pas cela, ira jusqu'à demander à Sir Stephen le droit de mourir, ce qu'il lui accordera. Ici, ce n'est pas un suicide, puisque c'est Dieu qui lui donne l'autorisation de s'éteindre. Souffrir pour laver ses péchés et mourir pour obtenir l'absolution de son Dieu, son pardon. Je n'ai pas particulièrement envie de lire d'extrait de ce livre. Vous en trouverez à l'appel. Mais je vais vous montrer que l'on peut aussi l'interpréter d'une toute autre façon. Dominique Ory est une femme secrète qui vit sa sexualité très librement. Elle aime aussi bien les hommes que les femmes, ainsi que les plans à plusieurs. C'est une féministe, n'en déplaise à certaines. Histoire d'eau est une réponse à la provocation de Paulan qui considérait qu'une femme ne pouvait pas le moins du monde écrire comme son écrivain de prédilection, le marquis de Sade. Et elle lui a prouvé le contraire. Mais elle l'a prouvé également à la société. Elle leur a prouvé qu'une femme pouvait écrire crûment sur le sexe sans pour autant être vulgaire. Son écriture est froide, presque distante. C'est d'ailleurs assez déstabilisant, je dois le reconnaître. On pourrait y voir une critique de cette société qui tient la femme pour faible. Oui, O subit les sévices. Cependant, elle tient, elle survit. Elle va jusqu'à garder sa dignité. J'ai pensé que Dominique savait ce qu'était être une femme battue et ne nous l'aurons pas violée. Elle avait un mari violent. C'est une survivante, une femme
à l'époque, doit se plier à la volonté de son mari, de son père, de son frère. Elle n'a pas le droit de vote, pas le droit d'être financièrement indépendante. N'est-ce pas une forme d'esclavage qu'elle montrerait dans son livre, qu'elle mettrait en évidence? On a reproché, surtout dans les années 70, que cette œuvre était une façon d'approuver cet esclavage. Moi, j'ai du mal à y croire. Une femme qui se bat pour la liberté, qui est résistante pendant la guerre, peut parler du fait que l'amour peut rendre dépendant. Cela ne me pose aucun problème. Cependant, jamais, au grand jamais, O a du plaisir à souffrir. Elle hurle de douleur, elle supplie qu'on la laisse tranquille, elle pleure. Ce sont les hommes en face d'elle, ces tortionnaires, ces dieux, qui éprouvent de la jouissance dans les actes donnés. C'est pour cela que je ne peux pas admettre que ce livre soit une forme de guide du BDSM comme j'ai pu le lire ou l'entendre. Franchement, c'est rabaisser l'œuvre à un écrit sans noblesse, sans envergure, sans intelligence. Et je reste persuadée que Dominique était beaucoup de choses, mais certainement pas ça. Elle ne montre pas qu'un visage tendre et docile de la femme dans son livre. Car lorsqu'on lui donne l'ordre de prendre dans ses filets Jacqueline, force est de reconnaître qu'O devient une prédatrice, une manipulatrice au même titre que peut l'être un homme. Une égalité qui ne fait aucun doute dans ce cas-là. La femme n'est pas meilleure que l'homme, elle est juste différente. Dominique Ory est un don Juan en jupon dans la vie et elle confesse à travers O un travers, dirons-nous, qu'elle connaît bien d'elle-même. Dans Histoire d'O, le pouvoir n'est pas que celui des hommes, il est aussi celui des femmes, comme on peut l'imaginer avec Anne-Marie, qui n'est esclave de personne et qui met les fers et marques d'autres femmes. Non, je n'arrive pas à admettre que ce livre pourrait être une œuvre bêtement érotique, comme trop se plaisent à le croire. Les films qui en furent tirés n'ont rien à voir avec ce que j'ai analysé et lu. Dominique n'écrivait pas un texte pour attiser les ardeurs d'un amant par le sexe. Non, franchement, je ne le crois pas. Il n'a rien de sensuel, ce livre. C'est par son intelligence, son audace et ses connaissances qu'elle voulait l'éblouir. Histoire d'O n'éveille pas les sens. Il est froid, dur, comme le fer des chaînes qui entravent O dans le château de Roissy. Il n'est pas un hymne au BDSM, il est plus la part sombre de Dominique Ory, une femme libre, indépendante, amoureuse, et qui voyait sans doute dans l'amour qu'elle portait à Apollon ses propres chaînes. D'ailleurs, vous ne le savez sans doute pas, mais Pauline Réage, c'est l'anagramme de Égérie Paulhan, mais sans le H. Elle mourut seule, en ayant perdu la mémoire. Ce qui me touche, c'est que l'on se souvient de son livre, mais peu de qui elle fut, de ce qu'elle fit pour la littérature. Elle aimait vivre dans l'ombre. Ce n'était pas une femme bien sous tout rapport, c'était une femme discrète qui vivait pleinement sa vie et ses passions. On ne les aime pas trop, ces gens-là. Non, ils sont trop libres. Je dois vous avouer que j'ai relu Histoire d'O alors que je n'aime pas du tout le style d'écriture de Dominique Ory. Je ne ressens rien, aucune émotion. Quelquefois je grimace, mais rien de plus violent. On fait beaucoup plus trash aujourd'hui, puis j'aime pas plus. Cependant, la vie de Anne-Cécile Desclos, ou Dominique Ory, ou Pauline Réage, est bien plus passionnante que ce roman. D'ailleurs, je vous invite à découvrir la biographie Dominique Ory aux éditions Léo Schir, qui fut éditée en avril 2006 et écrite par Angie David, secrétaire de rédaction de la revue littéraire. Pour la cerner un peu plus, voir le pouvoir que cette petite souris avait sur le monde de l'édition. Tout ce que j'ai partagé avec vous n'est qu'une analyse très personnelle de l'œuvre. Ne sont que mes réflexions profondes en fonction de mes recherches et de mes interrogations sur ce qui pouvait bien se cacher derrière Histoire d'O.
Je n'ai pas envie de trahir son autrice et je crois que j'aime l'idée que je n'ai qu'une toute petite part de ce qu'elle a voulu donner. Elle a ses secrets, ses mystères, et c'est sans doute pour cela que je la trouve si intéressante. Il fallait une sacrée dose de courage pour faire tout ce qu'elle a entrepris dans sa vie et oser éditer ce livre. Certains pensent qu'elle a pratiqué le BDSM. Cela restera une énigme. Perso, je n'y crois pas un instant. J'ai vécu avec lui la dernière part de moi vivante, de ma vie d'être vivant. Après, je n'ai pas vécu, j'ai cessé, tout. Furent les mots d'Anne Desclos en 1998 à la cinéaste Paula Rapaport, venue la photographier concernant Jean Paulhan, qui était de 23 ans son aîné et qui fut surtout son plus grand amour. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi ce soir et que vous ne vous êtes pas trop étranglé avec mes délires. Je ne suis pas contre un échange avec vous, un débat sur l'œuvre et l'analyse que vous pourriez en avoir fait vous-même. C'est toujours un plaisir de confronter plusieurs visions des choses. C'est ainsi que l'on avance, me semble-t-il. Bien sûr, je n'ai pas donné tous les détails sur la vie de Dominique Horry, car, voyez-vous, il y a énormément de choses à dire sur la vie de cette femme, sur ses amours et ses amitiés. J'ai peut-être outré certains et je vous prie de m'en excuser. Ce n'est pas l'enjeu de cette émission. Le livre est en vente sur les librairies digitales. D'ailleurs, je ne sais pas si l'interdiction de le mettre en librairie est toujours d'actualité. Je vous invite aussi à écouter le podcast de France Culture, Une vie, une œuvre, parlant de Dominique Horry. C'est vraiment très intéressant. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à partager si vous avez trouvé le sujet intéressant, à venir en parler sur ma page Facebook, Baiser Cannelle. D'ailleurs, si un sujet vous interpelle, je vous invite à m'en faire part. On essaiera d'en parler et d'en faire un sujet pas trop chiant. Comme je travaille beaucoup en ce moment, que ce soit sur mes tableaux, mes fusains, mes audios, mes livres, je ne peux pas faire plus d'une émission par mois. Cela me demande du travail de recherche et d'analyse et ça prend du temps. D'ailleurs, le mois prochain, nous parlerons peinture avec l'origine du monde, qui a finalement un visage. Allez, je vous dis au mois prochain. Baiser Cannelle, soyez sages ou pas.